Bonjour à tous, on se retrouve pour le 21e épisode du Calisthenics Science Podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez court. On n'a que 2 questions, parce que désormais, vous connaissez déjà beaucoup de choses sur l'entraînement, parce que notre podcast est extrêmement qualitatif. Donc aujourd'hui, uniquement 2 questions, des questions qu'on n'a pas encore eues, donc des choses nouvelles qui vont possiblement vous intéresser. On va commencer tout de suite. Alexandre, première question. Yes. Donc, on a Tom Marshall qui nous demande quels conseils pour améliorer son gainage. Donc, c'est une question assez globale. Donc, par gainage, ça peut regrouper beaucoup de choses, surtout en calisthenics gymnastique ou peut-être plus en musculation générale. Donc, ça, je vais laisser Morgane y répondre et puis on va voir un petit peu ce qu'on pourra en dire tous les deux. Ok, alors donc déjà le gainage, c'est un terme qui veut un petit peu tout et rien dire, puisqu'on peut parler de gainage pour toutes les articulations, dans différents objectifs, etc. Mais souvent on entend une gainage dans le sens capacité de la ceinture abdominale à maintenir une certaine position, donc qui a pour but en fait de faire le lien entre le haut et le bas du corps, beaucoup dans des mouvements sportifs, dans beaucoup de sports, particulièrement des sports de combat. On parle de cette notion de transmettre l'énergie du bas du corps au haut du corps via la ceinture abdominale. C'est aussi important pour lutter contre la rotation dans certains mouvements sportifs, ou pour lutter contre l'antéversion ou des choses comme ça dans certains mouvements. Nous, c'est plutôt pour lutter contre l'antéversion dans pas mal de mouvements de calisthenics. On Que, s'est perdu là. Ah, Ah, c'est c'est bon, bon, me c'est revoilà. bon. Ok, d'accord. Ouais, J'en ça a étais où? coupé pendant 15 secondes, je crois. Je sais pas si les gens ont entendu. Peut-être redire ce que tu viens de dire Ah, ok. après la rotation. D'accord, donc j'en étais à oui, le gainage, ça peut être intéressant pour, dans certains mouvements sportifs, lutter contre la rotation, ou nous, en calisthenics, le plus souvent, c'est lutter contre l'antéversion du bassin, donc contre le creux du bas du dos, grosso modo. En calisthenics, c'est assez surcoté, je dirais, le gainage, à moins que l'on parle de certains mouvements comme le Dragon Flag, comme l'Human Flag, ça peut être le principal facteur des performances. Mais ça reste important. Donc c'est souvent les débutants, les gens qui connaissent pas encore bien ce sport, qui pensent que dans un front lever, dans une planche, dans un handstand, il faut un excellent gainage. Le plus souvent, c'est plutôt la myologie, donc les muscles de l'épaule et du dos, qui travaillent principalement. Mais c'est intéressant quand même dans un programme d'entraînement d'inclure une notion de travail de la ceinture abdominale. Alors lorsqu'on parle de ceinture abdominale, en réalité, on parle de beaucoup de choses. On ne parle pas uniquement du six-pack, donc, qui est le grand droit de l'abdomen, donc les tablettes de chocolat. On parle également du transverse, qui est un muscle profond qui nous permet de faire la rétroversion du bassin, donc d'aplatir le bas du dos, mais surtout de rentrer le ventre, on pourrait dire. Et on a également les obliques. Je ne sais plus comment on dit actuellement, parce qu'il y a oblique interne ou oblique externe, et je crois qu'avant, ou inversement, c'était petit oblique, grand oblique, il me semble. Peu J'ai importe. toujours entendu externe et interne aussi. Peut-être qu'avant, c'était comme tu dis, petit et grand. Ah bah en ce moment, ça doit plutôt être Ouais, externe et interne. interne, là, c'est ce que j'entends tout le temps. Donc, Ah ok. normalement, ça doit être ça. Donc on a ces 4 muscles dans les abdominaux, mais c'est pas tout. La ceinture abdominale, c'est autre chose. C'est aussi les érecteurs du rachis, donc les lombaires, comme on entend souvent, alors qu'en fait les érecteurs du rachis, ça va de votre bassin jusqu'à vos cervicales, enfin en fonction des muscles dont on parle. Mais on peut dire les lombaires grosso modo si on se réfère uniquement à cette région de la lordose lombaire. Et également, on pourrait mettre dans la ceinture abdominale, enfin, ça l'est pas vraiment, mais ça a un rôle dans le gainage. Les pelvitroquantariens, donc les muscles de l'anatomie de la hanche. Et également, on pourrait mettre les fléchisseurs de hanche et les extenseurs de hanche, donc comme le grand fessier et les ischio-jambiers. Donc ça, c'est un petit peu pour l'introduction. Mais sa question, c'est quels conseils pour améliorer votre gainage? Donc déjà, c'est pas le plus important en calisthenics, mais c'est intéressant d'en mettre. Et ça va être très spécifique au mouvement que vous allez faire. Donc ça dépend de votre sport. Et le plus souvent, vous allez faire du gainage statique, parce que le but va être de maintenir une position pour lutter contre la rotation du tronc, pour lutter contre l'antéversion.
Mais il ne faut pas uniquement se limiter à du gainage statique, parce qu'il faut aussi avoir la capacité de garder une position tandis que d'autres segments corporels bougent. Par exemple, avoir la capacité de faire des relevés de jambes en ayant tout du long une rétroversion du bassin. Donc c'est un mouvement dynamique. Ou alors c'est aussi intéressant de faire par exemple du dragon flag, qui est un mouvement certes de gainage de la ceinture abdominale, mais en ayant un mouvement des bras, un mouvement au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc, pour avoir un gainage complet, il faut penser à la fois travailler des mouvements statiques et des mouvements dynamiques, donc isotoniques. Et également, il faut penser à travailler votre gainage sur différents plans de mouvement, donc que ce soit pour vos exercices dynamiques, la flexion-extension de la colonne vertébrale, donc ce qui est principalement fait par les muscles abdominaux, et également travailler votre rotation, votre anti-rotation, et votre anti-antéversion, on pourrait dire. Donc travailler sur différents plans de mouvement, pensez aussi à travailler votre extension des hanches, particulièrement parce que les grands fessiers et les ischio-jambiers sont des muscles qui ont un rôle dans la rétroversion du bassin. Donc on rappelle que la rétroversion du bassin, c'est garder le bas du dos à plat ou légèrement arrondi, grosso modo. Même si la rétroversion du bassin, ça se réfère plutôt au positionnement du bassin, donc incliné vers l'avant ou vers l'arrière, antéversion ou rétroversion. Donc améliorer son gainage, c'est faire à la fois des exercices dynamiques et des exercices statiques. Travailler votre flexion-extension de la colonne vertébrale, travailler votre anti-rotation, travailler votre anti-antéversion, travailler vos fléchisseurs de hanches et vos extenseurs de hanches. Les fléchisseurs de hanches sont intéressants en calisthenics parce qu'on va en avoir besoin pour tous les mouvements qui nécessitent de la compression, comme le L-sit, le V-sit ou les press to handstand par exemple. Quand travaillez votre gainage, dans le milieu de la gymnastique, souvent vous allez faire ça à l'échauffement. Alors il y a des bienfaits et des inconvénients à faire ça à l'échauffement parce que ça va être intéressant parce que vous allez faire ça lorsque vous êtes frais et possiblement que si vous faites ce travail en fin de séance, vous aurez moins de qualité dessus. Donc vous allez peut-être le bâcler. Mais en contrepartie, si vous faites vos exercices de gainage au début de votre séance, ça va vous fatiguer pour le reste de la séance. Et pour le coup, si vous êtes fatigué, bah, vous allez moins bien performer et vous allez légèrement accroître votre risque de blessure si votre gainage n'est pas en bonne forme pour le reste de la séance. Donc je vous recommanderais de travailler, si vous pouvez, plutôt votre gainage en fin de séance, mais il faut être conscient qu'avec la fatigue un petit peu mentale de la séance et même physique, vous allez possiblement avoir moins de qualité sur ce travail. Mais si vous en êtes conscient, vous allez faire l'effort de vous appliquer, faire votre gainage en fin de séance. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à être productif lorsque vous faites votre gainage à la fin de la séance, vous pouvez le faire à la fin de votre échauffement, lorsque vous êtes encore frais et prêt à faire du travail de qualité. Au niveau des choix des exercices, donc des exercices dynamiques et statiques, donc ça peut être des variantes de planches, donc de planches sur les coudes. Des façons de rendre ça plus difficile, c'est simplement d'augmenter la distance entre vos pieds et vos coudes, donc notamment en mettant les coudes un petit peu plus devant vous. Progressivement, vous allez ainsi augmenter le levier, donc ça va être un petit peu plus compliqué de lutter contre cette extension lombaire, contre cette extension, enfin, cette extension de la colonne lombaire, donc cette antéversion du bassin. Au niveau des exercices dynamiques, je vous recommande deux choses. Donc, le Dragon Flag, c'est assez intéressant, particulièrement pour le front lever, parce que c'est un exercice où on cherche à garder la rétroversion du bassin en extension des hanches, tout en ayant un mouvement au niveau de l'épaule, donc un mouvement d'extension d'épaule. Ça ressemble assez au front lever. Bon, je suis pas sûr que la spécificité soit aussi importante pour ce type de mouvement. Quoi. Je pense simplement que si vous améliorez votre gainage, dans cette position statique de rétroversion du bassin à l'extension des hanches, ça aura un bon transfert vers votre front. Mais bon, le Dragon Flag pousse un petit peu plus la spécificité que sur du hollow body par exemple. Le hollow body est aussi très bien. En fait, le Dragon Flag, c'est un petit peu un hollow body où est-ce que vous allez avoir en plus un mouvement d'extension d'épaule. Donc, niveau des choix d'exercices, différentes variantes de planches, ça peut être intéressant. Pourquoi pas des variantes de planches unilatérales, donc avec uniquement une jambe, un coude, pour travailler votre anti-rotation. Ça peut être intéressant dans certains sports. Donc des planches,
des Dragon Flag. Si vous n'êtes pas assez fort, faites-le en tuck ou d'autres variantes un petit peu plus faciles. Du hollow body qui ressemble un petit peu à du Dragon Flag. C'est un petit peu échangeable l'un et l'autre. Et également, j'aime bien pour la compression les relevés de jambes ou les relevés de genoux. Donc avec ces 3 exercices, ou si vous devez en garder que 2, c'est certainement le hollow body et les relevés de jambes suspendus à la barre fixe ou en appui sur la barre parallèle. Comme ça, vous avez à la fois du travail dynamique et du travail statique. Et vous avez aussi un mouvement où est-ce que vous êtes en extension des hanches et un mouvement où est-ce que vous ajoutez cette notion de flexion des hanches, donc de compression. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, ouais, globalement, je suis assez d'accord avec toi. Tu as été super complet sur un peu l'anatomie et puis sur les fonctions de la sangle abdominale. Et puis les choix des exercices que tu proposes, vraiment, je suis complètement d'accord aussi. J'avais fait une vidéo l'année passée sur quelques exercices pour améliorer son gainage. Donc j'en retenais genre 5 indispensables. Bah, ceux que tu as mentionnés en font partie. Donc moi, comme pour complexifier le gainage, la planche au sol qu'on connaît tous, on peut la faire au sol en avançant les coudes comme tu l'as montré. Et un exercice qui est vraiment excellent, c'est le ring roll-out ou le ab wheel roll-out. Donc c'est un peu le même principe, sauf qu'on va avoir une roulette ou des anneaux qui vont se déplacer vers l'avant. L'inconvénient, c'est que ça va peut-être engager un petit peu le dos, donc ça va peut-être faire un peu. Il faudra quand même travailler assez volate, mais ce qui est pas mal pour le calisthenics, quoi. Donc si vous avez assez de force dans les dorsaux, ben, ça va vous aider justement à avoir un meilleur gainage. Donc ils sont souvent connectés hein, entre le haut et le bas, justement. Et donc on peut facilement, quasiment tout le monde peut avoir accès à ça. Il suffit d'incliner les anneaux ou plus ou moins, de les faire à genoux ou jambes tendues. Donc il y a vraiment moyen d'adapter votre progression. Même si vous êtes débutant, on croit tous qu'il faut faire que du gainage sur les coudes, alors qu'il y a clairement moyen de faire déjà des positions dynamiques qui sont quand même souvent plus intéressantes euh, pour avoir des phases concentriques, excentriques et développer au mieux vos abdos. Après, avoir un peu de statique pour être plus stable dans certaines positions est intéressant. Donc tu parlais aussi beaucoup donc ouais, vraiment, je rajouterais celle-là. On peut aussi parler un peu de L-sit et de compression, vraiment pour travailler plus le fléchisseur de hanche et le droit fémoral, donc faire des hauls statiques en L-sit. Avant ça, on peut juste partir du sol et faire des pikes, des élévations, des pikes corps compression. Donc juste relever l'avant des pieds, jambes tendues. Moi, je pense que quand on fait ça, enfin, il suffit de le faire pour le bien le sentir. Si vous le faites correctement, vous allez même avoir des crampes aux abdos. Donc, on sent qu'il y a quand même un énorme afflux sanguin là-dedans et il y a quand même, on est quand même super congestionné à ce niveau-là. Donc, je crois que c'est même si la position est assez de flexion de hanche et même si les abdos sont vraiment en mode, allez, même si le muscle est très raccourci, il y a quand même un très bon recrutement. Donc c'est bien aussi d'avoir des étirements, des moments où le muscle sera plus long. Ben là, justement, avec les roll-out, là, le muscle grand droit ben, sera plus étiré, tandis que là, il sera beaucoup plus raccourci. Mais donc c'est intéressant de jouer un peu avec tout ça. Ben, je rajouterai aussi un peu tout ce qui est lombaire, hein, donc les extensions. Donc par exemple, les straddle reverse hyper extension ou même en pas en straddle ou en normal. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Il faut, si on veut être spécifique à la calisthenics, pas les faire en mode complètement dos creux, mais essayer de maintenir un bassin assez neutre, pas partir en hyper extension, mais rester assez neutre. Et vous allez engager à la fois vos abdominaux, mais vous travaillez en même temps vos érecteurs du rachis et vos fessiers, qui sont aussi intéressants pour maintenir une rétroversion du bassin. Donc là, c'est plutôt spécifique au calisthenics. Une progression assez simple aussi, c'est le bird dog, ça s'appelle. Donc là, c'est un peu l'exercice qu'on voit dans les cours d'abdos fessiers pour les filles, là, où elles viennent tirer les fesses vers le haut, les talons vers le haut, mais elles campent complètement le bas du dos. Alors que si on le fait en mode très très lent, avec un focus complet, en rentrant le nombril, en maintenant les deux hanches au même niveau, c'est assez dur à vous expliquer cet exercice-là. En gros, on est à quatre pattes et on vient tendre
un bras vers le haut et la jambe opposée vers le haut aussi, et donc vers l'arrière. Et ben, il y a toute cette stabilisation. Donc souvent, le gainage aussi, c'est fait pour lutter contre des déséquilibres, on va dire. Donc dans les sports, ben, souvent on a un déséquilibre. Ben, si on a, on va dire qu'on croit souvent quand on a un bon gainage, ben, ça permet d'éviter ces déséquilibres. Donc, et là, c'est un peu un déséquilibre qu'on induit nous-mêmes. Donc voilà, ça sera c'est un peu ce que j'ai à rajouter pour le gainage. Moi, je pense si on parle de musculation aussi, on peut parler un peu de brassing et de gainage en squat ou en mouvement en mouvement un peu plus, mouvement même en bench ou des choses comme ça. Même en dips ou en street lifting, on a intérêt à avoir un certain gainage pour ça facilite un peu les mouvements. Tu vois, parfois quand on sent que la ceinture nous guide vers le bas et tout, c'est on n'est pas assez gainé, bien solide. Donc là, ça part par un bon brassing, donc c'est bien inspirer le mouvement. Donc le brassing, on va dire, on inspire, on bloque à l'aide des poumons, le diaphragme s'abaisse ou s'élève, j'en sais rien. Faudrait réanalyser ça, je suis pas un pro de ça. Bah, donc voilà, ça permet vraiment d'augmenter sa pression intra-abdominale. Donc vous allez avoir une plus grande stabilité. Et donc, vous vous inspirez, vous bloquez votre respiration sur la phase la plus dure, donc la phase de descente, et sur la phase de l'effort, vous expirez. Mais c'est de manière assez exagérée, quoi. Donc, en squat, ça va vous permettre d'augmenter votre volume dans le ventre et donc d'être un peu plus gros, on va dire, et d'être plus stable. Et une bonne composante à ça aussi, ça va être d'avoir des très bons obliques. Et donc, en calisthenics, on a peu, voire pas trop besoin d'obliques, peut-être en human flag. Après, les obliques internes et externes vont quand même aider pour beaucoup de mouvements. Enfin, ils font partie du gainage, ils vont aussi travailler dans notre flexion de tronc, mais on n'a pas besoin dans une grosse mesure. Tandis qu'en squat, ben, si vous voulez augmenter votre volume abdominal et avoir un meilleur squat, vous avez intérêt à avoir des très très bons obliques. Et pour des autres sports aussi, dans les sports de combat, c'est très intéressant. Donc là, il faudrait rajouter toute une partie d'inclinaison de tronc, d'exercices de stabilisation, par exemple du soulevé de terre à une jambe, du suitcase deadlift, des farmer walk d'un côté, puis même des inclinaisons de buste un peu plus lestées. Franchement, ça peut être très intéressant. À la poulie, faire des rotations de tronc. Donc ça permet vraiment de travailler pas mal votre sangle abdominale et c'est vraiment intéressant pour être plus fort sur vos lifts de musculation. En calisthénie, vous allez en avoir un peu moins besoin. Peut-être un peu si vous avez des objectifs un peu plus esthétiques à ce niveau-là, mais de nouveau, parfois ça permet d'avoir des poignées d'amour un peu plus grosses, on va dire, parfois ça a tendance même à rendre les gens un peu plus visuellement plus épais d'avoir de gros obliques. Donc ça dépend. Ouais, je sais pas si tu as des choses à rajouter sur ce que j'ai dit maintenant. Ouais, dernier petit détail, mais ouais, je suis assez d'accord. La façon dont vous allez travailler votre gainage, ça va dépendre du sport que vous allez faire. Donc, certains sports auront besoin plus d'anti-extension, certains sports auront besoin plus de rotation ou d'anti-rotation. Donc, le type de gainage que vous faites doit être en accord avec votre sport et il n'y a pas une routine gainage universelle pour améliorer la performance dans tous les sports possibles. Ouais, donc là, on a parlé assez spécifiquement pour la calisthénie et un petit peu le reste. Ça... On a fini pour le gainage? Ouais. Ok. Et notre seconde question nous vient de Ronan. Il nous demande: que pensez-vous de la méthode bulgare? Alors, la méthode bulgare, c'est une méthode pour développer l'explosivité. Il y a différentes façons de l'appliquer, mais grosso modo, il est question de réaliser d'abord une série avec une charge assez élevée, donc c'est, je crois, entre du 70 et du 90% le plus souvent. Donc c'est une répétition, c'est une série, pardon, qui va pas être poussée à l'échec. Et à la suite de ça, immédiatement, vous allez passer sur des charges beaucoup plus légères, donc souvent autour des 25 à 50%, et vous allez réaliser
un nombre modéré de répétitions, et cette fois-ci avec un focus vraiment sur l'explosivité, donc sur la vitesse des répétitions. Sur la phase concentrique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient un petit peu à la mode dans le milieu du street lifting français, et on va en discuter. Est-ce que c'est intéressant? Donc c'est une méthode qui a pour objectif de développer avant tout l'explosivité. Je vais laisser d'abord Alexandre en parler. Moi, j'aime pas trop parler de trucs que j'ai vraiment pas beaucoup appliqué, voire peu. Après, c'est quand même quelque chose que j'ai fait, mais sans l'appeler la méthode bulgare. Je le faisais un peu intuitivement. Euh, Par exemple, je vais donner un exemple où je l'ai potentiellement utilisé sans vraiment respecter les fourchettes et le temps de repos. À l'époque, j'avais vu un peu une méthode, un gars qui faisait genre une traction lourde, style allez, peut-être à 70%, 80% de sa charge absolue. Donc, admettons, si tu fais une traction à 60 kg, bah, tu la faisais à 40, 50 kg. Et après ça, tu faisais des muscle-up. Donc, je l'avais utilisé là-dessus. Donc, je faisais une traction à 50 kg. Après, je l'enlevais. Je prenais le temps de l'enlever la ceinture. Puis, je faisais 3 à 4 muscle-up. J'avais essayé ça à quelques séances. Et j'avais pas aimé. J'avais pas eu beaucoup de résultats. Ouais, sur le coup, tu développes un peu. Tu te sens bien explosif sur tes muscle-up. Donc, mais après, peut-être que c'était un exercice différent. Peut-être qu'en faisant un squat lourd et puis un squat plus léger, bah, ça peut être un peu plus intéressant. Ou d'autres méthodes. Après, moi je suis assez fan avec la potentialisation par post-activation. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. Et donc ça consiste à faire une série lourde, mais prendre beaucoup de temps de repos avant de refaire des séries plus légères. Et donc tu prends plus que 30 secondes. Et tes séries plus légères, c'est tes séries de travail. Donc ça va être quand même plus lourd et c'était pas je la fais pas dans un objectif de travail de vitesse. Après, dans un objectif de travail de vitesse, la charge qui est utilisée est encore assez faible. Donc, là, dans la méthode bulgare, je crois que c'est du 70% avec 2 à 6 reps. Donc, tu vas très loin de l'échec et ta barre bouge très vite. Et puis, si tu passes sur du 20 à 40%, donc c'est encore très peu. Et donc, je pense que tu n'as pas forcément besoin d'avoir de récupération entre ces deux méthodes. Et sur papier, ça peut être très intéressant. Après, bah, pour développer la vitesse, autant rester sur de la vitesse ou l'explosivité, autant rester sur par exemple, un 6x6 classique à 60%, ou si vous êtes en vitesse à 30%, ça marche très bien. Après, bah, ça peut être si vous avez l'habitude de faire ce genre de truc, ça peut être intéressant de tester justement cette méthode bulgare sur vos jeux de vitesse, par exemple. Je trouve que ça pourrait être intéressant, même dans des séances force. Il y a des gens qui réagissent très bien à de la vitesse. C'est quelque chose de... Et il y en a d'autres qui réagissent moins bien. Ça peut même augmenter votre force. Puis ça ressemble aussi un peu on pourrait confondre ça aussi avec des drop sets, hein, donc faire une série et puis refaire des séries plus légères juste après, sans temps de repos. Mais le problème, les drop sets, la recherche du drop set, c'est justement d'aller plus près de l'échec. Tandis que là, si vous voulez progresser en explosivité et en force, il va vraiment falloir vous éloigner clairement de l'échec. Et voilà, donc je pense que ça pourrait être aussi peut-être une méthode de s'amuser un peu plus, de gagner un peu en temps et de potentier. Par exemple, ouais, comme je l'ai fait avec les tractions, il y a moyen de l'appliquer. Je pense que ça n'avait pas trop fonctionné sur moi, mais je pense que ça pourrait très bien marcher. Donc pour améliorer la qualité de vos muscle-up. Même chose pour des handstand push-ups, par exemple. Vous pourrez faire des military press et puis refaire des pike push-ups ou une variante, ou même des military press plus légères, ce qui pourrait améliorer vos exercices principaux. Donc voilà, je te laisse, Morgane. Je sais pas si tu as des autres idées là-dessus. Alors, j'ai l'impression que la méthode bulgare, donc ça revient dans le street lifting français. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on n'a pas beaucoup d'études pour savoir si c'est une méthode qui fonctionne correctement. Et d'ailleurs, on a rarement des études pour savoir si une méthode fonctionne, parce que les recherches visent plutôt à identifier des principes, des mécanismes d'action, qui ensuite nous permettent de deviner, d'imaginer si une méthode peut fonctionner en fonction de si elle répond, si elle correspond aux principes qui ont été établis. Déjà, on n'a pas
à ma connaissance, pas trop d'études directes sur la méthode bulgare. Et de toute façon, c'est une méthode qui est plutôt destinée au gain d'explosivité. Or, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour la force. Mais en fait, il y a pas mal de différences entre le fait d'être explosif sur une charge modérée et le fait d'être fort sur une charge maximale. Euh, Parce que c'est pas du tout le même type d'effort. Et malgré que améliorer votre force va indirectement, dans une certaine mesure, améliorer votre explosivité, l'inverse c'est moins vrai. Et si vous voulez être explosif, faut travailler votre explosivité. Et si vous voulez être fort, il faut travailler votre force avec des charges lourdes qui vont vous amener à une vélocité de répétition plus faible en fait. Si vous êtes explosif sur votre travail de force, c'est que c'est pas exactement le travail de force parce que être fort, surtout si on pousse la spécificité au maximum et qu'on dit qu'être fort, c'est être fort sur une répétition, c'est une répétition qui monte assez lentement. Et par définition, si votre répétition monte rapidement, c'est certainement que vous n'êtes pas sur un effort maximal, que vous pouvez encore charger davantage pour ensuite passer une rep plus lourde avec une plus faible vélocité. Donc on a quand même des personnes qui, même sur leur 1RM ou très proche de leur 1RM, ont toujours une répétition qui monte assez vite et vous chargez 5 kg de plus, ça passe plus du tout. Bon, ça dépend des profils, mais pour travailler votre force, si vous êtes sur des répétitions qui montent assez lentement alors que vous y mettez l'effort pour qu'elles montent rapidement, c'est assez bon signe. C'est que vous êtes sur, sur une bonne charge. Améliorer votre explosivité, ça va pas directement, même pas tellement indirectement, améliorer votre force. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais intégrer du travail d'explosivité ou de entre guillemets vitesse dans vos entraînements, parce qu'on sait que un travail pardon, j'allais dire sous optimal, un travail sous maximal avec des répétitions assez rapides, donc à haute vélocité, ça peut améliorer la récupération et ça peut potentialiser des meilleures performances sur le lendemain. Donc le mécanisme est encore, je dirais, incertain. On ne sait pas si ça améliore les performances parce que ça améliore la récupération de la séance passée, ou si c'est un effet de potentialisation, un petit peu comme la PAP, donc potentialisation par post-activation, je crois. Yes. Ouais. Mais dans un programme d'entraînement, ça peut être intéressant d'inclure peut-être un jour par semaine, un jour plus léger avec un petit peu d'explosivité, car ça peut améliorer la récupération, ça peut toujours vous permettre de travailler votre mouvement, mais avec quelque chose qui va pas vous fatiguer, même améliorer votre récupération donc pour pouvoir tolérer plus de volume et plus d'intensité plus tard dans votre semaine d'entraînement. Mais il faut que ça reste léger. Si jamais sur votre travail d'explosivité, votre vélocité, donc votre vitesse de phase concentrique, réduit un tout petit peu, c'est mauvais signe, c'est que votre entraînement va commencer à être fatigant. Parce que c'est à peu près, donc ça dépend en fonction des individus toujours, hein, c'est à peu près autour de 4 à 5 répétitions avant l'échec que l'on va noter une baisse de la vélocité de la répétition. Et si vous faites du travail d'explosivité et que vos répétitions commencent à monter moins vite, c'est que vous êtes plus sur le travail d'explosivité et que c'est pas ce qu'on cherche. Parce que lorsqu'on travaille notre explosivité, on veut être dans un état de faible fatigue pour vraiment se concentrer sur du travail de qualité, sur vraiment que la performance et l'effort qu'on veut développer. Donc une répétition qui monte vite. Si vous intégrez dans votre entraînement, dans votre programme d'entraînement, un jour avec un jour power, on dirait, donc un jour explosivité, il faut vraiment que ce soit sous maximal. Donc dans les études qu'on a qui montrent que ça peut améliorer la récupération et améliorer les performances, c'est vraiment des charges légères, genre je crois de 10 répétitions à 20% du 1RM ou des choses comme ça. Et même ça, ça peut nous permettre d'améliorer notre récupération pour les séances à venir. Donc je vous recommande pas de faire des séries de 10 répétitions à 20% du 1RM, parce que potentiellement vous aurez les mêmes bienfaits avec peut-être du 5 répétitions à 40% de votre 1RM, ce sera peut-être un peu moins chiant. Euh, mais c'est pour dire qu'il faut que ça reste vraiment sous maximal. Donc je pense en résumé que la méthode bulgare, ce n'est pas adapté pour la force, mais que on peut se permettre d'intégrer un jour explosivité, un petit peu en guise de repos actif, donc peut-être sur un troisième jour ou un quatrième jour où vous travaillez ce mouvement en particulier, pour quand même travailler le mouvement, potentiellement améliorer votre récupération pour vous permettre de mieux performer sur le reste de la semaine. Donc si vous squattez, disons,
3 ou 4 fois par semaine, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ces 3 ou 4 jours sur des efforts assez importants, donc sur des hauts RPE. Donc RPE, c'est l'échelle de l'effort. Et sur beaucoup de volume à chaque séance. Donc, par exemple, un truc qui se fait beaucoup sur une DUP, donc une périodisation ondulatoire, c'est dans une semaine d'entraînement, avoir un jour avec des fourchettes de répétition plutôt d'hypertrophie, disons. Donc, même si l'hypertrophie, ça peut se travailler avec des fourchettes de répétition très variées. Disons que ici, c'est un jour où est-ce que vous allez peut-être faire du 10 répétitions, si on prend un exemple très simple. Puis vous allez avoir un jour, parce que vous allez travailler cette fois-ci votre explosivité, mais en fait, c'est pas vraiment travailler votre explosivité, c'est plutôt travailler votre mouvement avec des charges légères qui vont vous permettre d'être explosif sur des efforts sous-maximaux. Ça, ce serait votre deuxième jour, certainement, donc des efforts plutôt explosifs et à basse intensité. Et ensuite, sur un troisième jour, avoir des fourchettes de répétition plutôt de force, donc disons du 1 à 6 répétitions par exemple. Et de la sorte, ça vous permet d'avoir une assez haute fréquence d'entraînement par mouvement. Donc ici, dans mon exemple, de squatter 3 fois par semaine, mais en ayant quand même une récupération qui suit, parce que vous n'allez jamais stresser le même mouvement avec la même fourchette de répétition, donc le même paramètre de charge. Et de plus, vous avez en milieu de semaine ce petit jour d'explosivité qui va certainement vous permettre d'améliorer sensiblement votre récupération. Donc bien sûr, si c'est gardé à un effort sous-maximal. Donc il faut vraiment pas que les répétitions commencent à ralentir. C'est très mauvais signe. Il faut que ça reste explosif de la première à la dernière répétition, avec des charges vraiment sous-maximales. Vous n'avez pas besoin que ce soit lourd ou modéré. Restez vraiment sur un truc léger, avec peu de répétitions. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça peut être utile pour mettre sur un jour assez technique, mais de la monter à 80, 100%, de monter un peu trop haut en intensité, ça risque d'être. C'est un peu dommage de devoir travailler la force et l'explosivité en même temps, sauf si vous vous entraînez moins souvent dans votre semaine et que vous avez des objectifs d'explosivité. Je trouve l'explosivité est souvent surcotée. Parfois, on voit des gens qui font quasiment que ça dans leur semaine. Alors que voilà, le principal serait de travailler surtout la force et l'hypertrophie si vous voulez être plus performant en charge max en street lifting. L'explosivité sera vraiment utile pour plutôt les muscle-up ou d'autres mouvements plus dynamiques de freestyle éventuellement. Mais, donc voilà, je trouve je trouve l'intérêt vraiment de travailler son explosivité, c'est d'avoir une variante avec des intensités plus faibles et pour pouvoir mieux récupérer comme Morgan l'a dit. Donc voilà, c'est vraiment ça le rôle de l'explosivité. Et faire la méthode Bulgare, c'est peut-être un risque de foirer un peu ce rôle, donc autant travailler avec du classique. Donc voilà. On a eu que deux questions pour ce podcast. Comme on l'a dit, vous commencez vraiment, on vous a déjà enseigné tout le savoir de la calisthénie. Ouais, je suis sûr qu'il y a moyen de creuser encore un petit peu. Donc, pour les prochains, on espère en avoir un petit peu plus. Ici, on a quand même fait un petit podcast d'une demi-heure. Ça fera un podcast un peu plus court. Pour les prochains, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions du même style, si vous en avez. Et encore une petite routine, pourquoi pas. Et donc, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez repris vos entraînements à la salle, dans votre gym, dans les parcs. Les parcs ont réouvert et tout, c'est vraiment cool. Et donc, vous êtes au top pour vous réentraîner. Nous, en tout cas, on l'est. Et on va commencer à faire des gros progrès aussi. On l'espère. Voilà, voilà. À bientôt. À bientôt. C'était tout pour le Calisthenics Scene Podcast épisode 21. Ciao.